Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de Los Ubebistos. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode un peu en avance cette semaine. Salut Yann, tout va bien? Ouais, ça va nickel. Le réveillon s'est bien passé. Écoute, très bien. On espère que ton réveillon de Noël s'est bien passé, que tu vas fêter cette fin d'année aussi bien que les joueurs et le public ce samedi soir à Chaban. Mais avant d'attaquer le sommaire, on voulait remercier vous tous qui nous écoutez, et si ce n'est pas encore fait, on vous invite à nous aider en vous abonnant sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Instagram, Facebook. Laissez des notes, des commentaires, ça nous aide beaucoup pour être référencé et du coup écouté par un petit peu plus de monde. Parenthèse algorithmique refermée. Cette semaine, programme un peu spécial puisque nous enregistrons exceptionnellement dimanche soir. Donc les matchs de cette 13e journée de top 14 ne sont pas terminés. Nous allons donc remplacer le point classement par un bilan de mi-saison après avoir jeté un coup d'œil à la réception de Toulon du samedi soir à Chaban. Nous parlerons ensuite du déplacement à Jambouin samedi après-midi avant d'attaquer les actus du club avec un coup d'œil sur l'infirmerie et de présenter enfin, maintenant vous connaissez la rubrique, par la présentation d'un ancien joueur du club. Quand tu gagnes, tu perds, bon évidemment il vaut mieux gagner les matchs. Mais que à la fin du match, putain, on a passé un bon moment quoi. Ce samedi soir, un épais brouillard qui aura rendu le match difficilement regardable, que ce soit à la télé ou au stade. L'UBB accueillait le RCT qui avait l'occasion de faire un gros coup et de nous rejoindre en tête du classement en attendant le résultat du stade toulousain. Comme nous l'avaient d'ailleurs indiqué les amis des causeries de la RAD, le piège était tendu par Pierre Mignoni avec une équipe faussement remaniée avec un banc qui était quand même XXL pour surprendre les Bordelais en fin de match. Le début du match est globalement dominé par les Bordelais, mais ils se cassent les dents sur une défense coriace. Yannick Bru avait d'ailleurs identifié la capacité du RCT à tenir dans ses 22 mètres comme un gros danger pour ce match. Mais l'UBB se récompense quand même à la 21e minute grâce à un essai en coin d'Arthur Retière et une pénalité de Maxime Lucu avant qu'Enzo Hervé ramène les siens à 8-3 à la demi-heure. 8-3 d'ailleurs, ce sera le score à la mi-temps. Pas de break qui est fait donc et les Varois et leur banc restent à portée de fusil. Les hommes de Pierre Mignoni vont prendre le contrôle du match à partir de l'heure de jeu grâce d'abord à un essai de Kéré Karaba, puis de Dréan à la 67e. Donc on pensait un peu que le résultat pouvait pencher en faveur des Varois, mais comme toujours, les joueurs de Yannick Bru ont montré qu'ils ont du cœur et réagissent dès le renvoi en mettant à la faute les Toulonnais. Puis c'est Charles Olivon qui écope d'un carton jaune avant que Jefferson Poirot récompense les siens pour repasser devant. Score final 21-17. Même si à la 76e, les Toulonnais ont eu l'occasion d'aller chercher la victoire avec une pénalité bien placée, mais ils ont choisi assez bizarrement de tenter les 3 points. Mais Garbizi est trop court et donc on en est resté là au tableau d'affichage. Point de bonus défensif pour les Toulonnais, victoire à domicile pour les Bordelais avec une invincibilité confirmée. Place tout de suite, comme vous le savez, au point d'amélioration de l'UBB. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh! Il nous casse les couilles là! Et avant de commencer sur les points négatifs, peut-être un petit mot sur Toulon parce qu'on avait eu l'occasion quand même d'échanger pas mal avec nos amis des causeries de la RAD. Yann, tu voulais commenter un peu la bonne perf de cette équipe? Ouais, bah déjà on peut se lancer des petites fleurs parce que sur les pronos on était pas trop mal, je trouve. On s'était fait un peu chambrer par nos deux amis des causeries en disant qu'on faisait un peu de fausse modestie, mais on savait qu'une équipe Romeil Toulon était quand même une équipe assez épaisse et comme tu l'as bien dit, ils ont mis un gros banc Ouais. qui aurait pu faire la décision. Moi je mettrais en avant alors. Surtout, t'as raison, le banc, avec notamment Ribans, le second ligne, il nous avait beaucoup parlé de ce joueur Ouais. et c'est vrai qu'il fait encore une belle rentrée avec des contres en touche, une grosse percussion. Il nous a vraiment fait du mal et le jeune Dréan aussi. Effectivement, on voit les pattes terribles qu'il a. Mhm. Il va marquer un joli essai. 2 fois, il rattrape des coups au fond de terrain en amenant sa vitesse.
Donc ça fait plaisir d'avoir de jeunes ailiers en fait qui arrivent, notamment sur ce marché-là, parce que c'est vrai que en équipe de France, on était un peu juste avec seulement Penaud et un Villiers qui était souvent blessé. Là, entre Louis qui s'est révélé cette année, Atisogbe de Pau, Dréan qui va monter en puissance, c'est de bon augure. Ouais, et puis Villiers qui a aussi fait un bon match hein, d'ailleurs, notamment en Ouais. défense. Mais c'est vrai que gros match de Toulon, ils sont venus avec des intentions et effectivement match d'hiver classique pour nous en tout cas là sur les 3 derniers matchs de top 14, ça a toujours été compliqué et ça fait un moment, en tout cas en top 14, qu'on n'a pas vu d'envolée avec plus de 2 essais. Donc on se doutait un peu que le piège toulonnais allait essayer de se refermer sur nos joueurs, mais ça n'a pas été le cas. Pour commencer, les points d'amélioration côté bordelais, ce qui nous a un peu moins plu. Moi, je noterais d'abord le manque d'efficacité sur les temps forts. On a vu on a dominé quand même la première demi-heure assez nettement, mais on a eu du mal à scorer. On a fini par marquer avec Arthur Retière après la 20e minute. Mais finalement, on n'a pas réussi à faire le score et c'est aussi ça qui a fait que le match est resté serré et qu'on est rentré un peu dans leur schéma à eux et qui sont restés du coup à portée de fusil. Bah, clairement, le manque d'efficacité, c'est un des points assez criants hier, et notamment la continuité du jeu. C'est-à-dire que on a pas mal franchi finalement, on a pas mal avancé, mais on a dégueulé des ballons à vouloir trop jouer. Je pense Oui. que parfois il faut se rendre compte que voilà, là on est dans une période qui est l'hiver, forcément il y a de l'humidité, donc du coup on va faire tomber des ballons. Et donc il faut limiter un peu ces passes dans la défense qui sont compliquées. Boniface, j'ai en mémoire 3 ou 4 ballons qu'il lâche dans la défense. On a Tatafou aussi qui fait une super percée Ouais. sur le côté et pareil il dégueule le ballon. Alors que là c'est un ballon quasiment d'essai parce que il a fait reculer toute la défense. Il arrive au niveau des 22. Je suis sûr que grand côté il y a personne en fait parce que là personne peut se replacer. Donc là avec 2 ou 3 passes on peut aller toucher l'aile de Penaud et ça peut la dame quoi. Ouais, et puis il a 3 ou 4 mètres et derrière il peut faire la différence. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que il veut absolument faire cette différence-là tout de suite que du coup il perd le ballon glisse et il la perd. Ouais, mais je pense qu'il veut trop faire jouer derrière lui. En fait, je pense qu'il se précipite. Il faut qu'on arrive à pas forcément vouloir jouer tout le temps debout. Je pense que passer par des phases de sol, tant qu'il y a du soutien, c'est pas grave. On peut faire 1 ou 2 temps de jeu de plus. Dans ces conditions-là, il faut que ce ballon passe par le sol, forcément pour qu'on fasse des lignes hors jeu. Et parce qu'en plus, on a vu que le Toulon était pas forcément hyper. Enfin, ils ont été souvent pénalisés, quoi. Ouais. Je sais pas combien ils finissent à plus de 15 de pénalité, donc tu vois, je pense qu'on était plutôt dominant dans ces secteurs-là. Et à vouloir en fait faire vivre à tout prix ce ballon comme si c'était en plein cagnard l'été prochain ou au printemps, et ben on fait tomber ces ballons et on leur donne des ballons de récup et ils nous remettent la pression et on n'arrive pas à finir ces actions, ce qui nous a vraiment manqué parce que finalement notre première mi-temps est très bonne, mais on finit à même pas à 11-3 ou 8-3, je sais plus combien à la mi-temps, mais Il y a 8-3. Et du coup, ce ballon glissant et du coup cette un peu impatience, est-ce que c'est pas aussi à mettre au préjudice de notre charnière et notamment de Joey Carberry qui a peut-être été un peu en difficulté sur l'animation. Il n'a pas su trouver des solutions. Alors, il y a aussi en face une très bonne défense de Toulon, mais on n'a jamais senti notre numéro 10 en mesure de faire le décalage. Et forcément, comparé à un Mathieu Jalibert qui fait plusieurs fois la différence par match, du coup, on sent qu'il y a une vraie différence. bah clairement. Bon, Mathieu, c'est là qu'on voit que contre des grosses équipes et des grosses défenses, il manque ce maestro qui anime la ligne de 3 quarts. Après, Carberry il fait plutôt un match neutre en fait. C'est-à-dire que c'est ça, c'est qu'il n'arrive pas à accélérer et à fixer la défense comme peuvent le faire Mathieu. Alors moi, je pense que c'est qu'une question de temps. Je sais qu'il faut être patient, c'est compliqué parce que on met beaucoup d'attentes sur lui pour faire le numéro 2 derrière Jalibert. Mais bon, pour l'instant, il a que 4 matchs de titulaire en 10. Et plus que lui, j'ai trouvé que la ligne de 3 quarts ne s'est pas tellement bien animée autour de lui. Tu vois, Ouais. j'ai trouvé Penaud un peu en deçà. J'ai l'impression qu'il a du mal à récupérer de sa maladie. J'ai pas trouvé d'une grosse connexion entre Moefana et
et des porteurs. Ouais. Pareil, il y a que, on en parlait tout à l'heure, il y a que Louis qui est un peu sorti du lot avec peut-être Arthur qui a réussi un peu à nous sauver sur un ballon. Mais globalement, j'ai trouvé l'animation collective derrière vraiment en deçà de ce qu'on peut produire. Notamment dans le dézonage, les ailiers ont très peu ont mal dézonné, je trouve. Ils ont pas fait énormément d'appels autour de Carbery. Et c'est vrai que lui après il s'est un peu perdu. J'ai ce ballon de relance où il se fait coffrer et après on prend une pénalité où ils reviennent à 8-3. Voilà. Effectivement, on sent qu'on balbutie un peu ce rugby. Alors est-ce que c'est lié aux conditions? Est-ce que c'est lié à l'absence de nos deux numéros 10 entre guillemets qui sont Buros et Jalibert? Voilà, c'est peut-être un tout qui fait qu'on n'arrive pas à tout bien organiser et puis aussi la grosse défense du RCT quoi. Quand tu dis deux numéros 10 avec Jalibert et Buros, c'est quand Buros joue en 15, il vient souvent se proposer pour amener de l'animation. C'est ça, ouais. Mais c'est là où hier soir, alors même si Louis fait un très bon match, c'est là où c'est un des premiers matchs où en contre-attaque, on ne maîtrise pas du tout nos ballons de turnover. Je trouve qu'on s'est très très mal organisé, les passes étaient pas bonnes, pas dans les bonnes zones, et donc on se faisait souvent coffrer. Alors c'est sûrement lié aussi à une belle montée agressive des Toulonnais, mais globalement notre point fort du début de saison, qui est vraiment ce ballon de récupération, on les a jamais mis en difficulté sur ça. Et ça je pense que c'est lié en partie en fait à l'absence de ces deux joueurs qui sont des formidables animateurs. Contre Leicester, on avait encore Mathieu, je crois. Ouais. D'ailleurs, c'est là où il se blesse. Oui. Et quand Mathieu est pas là, c'est vrai que Buros arrive à compenser ça. Mais globalement, voilà, cette réorganisation sur nos turnovers, c'est là où il faut qu'on s'améliore, et sachant que bientôt on risque de perdre un certain nombre de joueurs pour le tournoi, donc il faudra trouver une solution quoi. Après, c'est d'autant plus rassurant quand même que effectivement hier on jouait contre une bonne équipe de Toulon, alors pas au complet, mais il nous manquait quand même deux joueurs titulaires derrière et pas des moindres. Donc ça reste rassurant. Et j'ai vu aussi sur Twitter que certains commencent déjà à se demander est-ce qu'il faudrait pas mettre Garcia plutôt que Carbery en 10 titulaires derrière Mathieu. Moi, je pense qu'il y a même pas débat en fait. Carbery, il a l'expérience, il est. Alors là, tu l'as dit, il est un peu neutre sur sa performance, mais faut pas non plus avoir la mémoire trop courte. C'est-à-dire que Garcia l'an dernier, il a sauvé les meubles en absence de Jalibert, mais il a aussi coûté des matchs. Je pense, alors pas lui seulement, mais je m'entends, mais par exemple contre les Queens, sa première mi-temps, bah on peut se dire que potentiellement il nous coûte un peu un quart de Champions. Donc il faut aussi se dire que Garcia va aussi partir en fin de saison. Donc c'est plus un projet de développement à moyen terme. Autant donner les clés du camion à Joey Carbery quand Mathieu n'est pas là, parce que il va être régulier et il va pas faire de dinguerie comme peut faire le Matteo Garcia qui est encore un peu jeune. Ouais, t'as tout dit. C'est-à-dire que moi je pense qu'il faut toujours, il faut faire confiance à Carbery. Je pense que c'est deux tons au-dessus de Garcia en ce moment. C'est un joueur d'expérience. Voilà, là il faut du temps, il faut qu'il arrive à enchaîner en position de 10. Donc je pense qu'il va encore enchaîner au Stade Français et probablement peut-être le match d'Exeter. On verra si Mathieu revient. Mais voilà, il faut qu'il fasse ses matchs, il faut qu'il enchaîne, il faut qu'il prenne des connexions pour qu'ensuite il soit performant là où on a besoin de lui, parce qu'en fait on l'a recruté pour qu'il soit performant pendant le tournoi et qu'il puisse seconder Mathieu pour pas qu'il se blesse en fait Mathieu, pour qu'il se repose. Donc bon, moi je pense que on a plus de certitude avec Carbery et comme tu le dis, l'année prochaine Matteo Garcia sera pas là, donc Carbery il faut qu'il continue. C'est un joueur qui est extrêmement propre, c'est un très bon animateur. Là, je pense il faut qu'il arrive à prendre ses marques. Il a pas encore saisi le rythme, j'ai l'impression, du top 14. Il joue encore un peu trop lentement pour pouvoir performer. Mais moi, je pense que c'est normal. C'est le passage de l'URC au top 14. C'est pas étonnant. On voit par exemple un international français en face qui est un peu dans le même cas de figure, qui est Fritsch. Qui avait fait une très bonne tournée en Argentine, qui était pas loin aussi avec le Munster de signer avec l'équipe d'Irlande. Et voilà, il y a un temps d'adaptation qui est un peu long. En plus, Carbery, pas de cul, il se blesse au bout de la deuxième journée au Loup. Voilà, donc je pense qu'il faut juste attendre. Et ça va le faire. Ouais, complètement. Et c'est vrai qu'il manque encore ce degré de confiance pour
avoir la vista de faire, je me rappelle sur la vidéo que t'avais faite de lui l'an dernier quand son arrivée avait été annoncée, où il envoyait des grandes diagonales au pied. Ça, on l'a pas encore vu, mais ça ne saurait tarder. Et en tout cas, on espère qu'au printemps, il va nous régaler, Joey. Autre point que d'ailleurs nos amis Gérald et Alex des Causeries de Lara nous avaient annoncé la semaine dernière, c'est la touche. Alors, on faisait face à la meilleure touche de top 14. Olivon nous a fait très mal en contre. On a quand même balbutié un peu ce côté-là. On avait eu du mieux depuis le mois de novembre. Hier, c'était pas ça. Alors, en regardant le match, parce que j'ai pris un petit Excel là et j'ai compté les bonnes touches, comment on les avait perdues. C'est pas tes devoirs. Ouais, c'est pas le match le plus dramatique que j'ai connu en touche, tu vois. C'est pas Montpellier, par exemple. Oui, ce que j'allais dire. En Voilà. même temps, on a quelques exemples cette saison où c'était vraiment dramatique. C'était dramatique. Ça pouvait pas être pire. Là, en gros, au total, j'ai pas les mêmes sources qu'Opta quand je l'ai fait à la main. Opta parle de 80% de réussite en touche. Moi, je suis à 70%. Donc, moi, je suis moins bien. J'ai un 14 sur 20. Donc, 14 touches réussies et 6 perdues. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que on a vraiment, c'est significatif quand Coleman est sur le terrain et qu'on a deux sauteurs forts, Petit et Coleman aussi est un très fort lifter, et quand Coleman sort. Et en fait, quand Coleman est sur le terrain, donc on est à 86% de réussite, donc on fait un 12 sur 14, et quand il sort, on finit à 33%. Donc en gros, c'est vrai qu'on voit, alors c'est couplé aussi, il y a 10 minutes d'écart je crois entre ça et la rentrée aussi de Rebans, qui nous a fait un peu mal. Ouais. Mais globalement, le fait qu'on ait deux sauteurs et un lifter de plus de 2 mètres, je pense que ça a permis en fait d'avoir des touches. Par contre, on a perdu des touches sur un peu des bêtises. Je sais que Tatafou, à un moment, on récupère une touche, et en fait, alors le règlement, quand on fait un porté, le ballon doit circuler de main en main. C'est pas le joueur qui arrache le ballon qui doit reculer tout seul. En fait, sinon ça fait écran. Il faut toujours que le ballon passe de main en main pour éviter, en fait, parce qu'avant, ce qui se faisait, c'est que le ballon qui arrachait, les mecs passaient au-dessus du mec qui avait le ballon, et après, lui, il se mettait au cul du molle. Là, il faut vraiment qu'on ait l'action de circuler le ballon, et c'est pour ça que généralement, c'est le talonneur qui arrive en dernier, en fait, après avoir fait la touche, qui récupère le ballon. C'est pour ça que les talonneurs marquent beaucoup sur le molle. C'est eux, généralement, qui sont les derniers. Donc on a un peu cette touche à deux visages quand on a ces deux sauteurs de haut niveau, Petit et Coleman, et ce lifter de 2 mètres, parce que et quand Caso rentre, qui est quasiment pas sauteur, et en plus qui est plus petit, mine de rien, par rapport à Coleman. Ouais. Et après, couplé à ça, on a affronté un des meilleurs contres du top 14, le meilleur, tu m'as dit, un des meilleurs. Bah, globalement, en fait, c'est pas non plus cataclysmique. Voilà, on repart pas à zéro. Et aussi, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on a une semaine extrêmement courte, parce qu'il y a eu que 2 jours d'entraînement. Donc bon, ça aussi, c'est à prendre en considération dans le fait que les équipes qui ont un système qui est extrêmement rodé, notamment dans les systèmes touches, ça va être plus facile de reprendre ses marques. Alors que des équipes comme nous, qui ont peut-être besoin de plus travailler, ben on va à l'essentiel. D'ailleurs, on voit qu'on a repris les mêmes plans de jeu, cette touche de Petit à 5 mètres de la ligne. Ouais. Ça fait 3 semaines qu'on le fait, en fait. Donc bon, ben là, ça va marcher. D'ailleurs, elle a été lue, non, il me semble. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est Brennan en fait qui alors joli parce que bon, si c'est Priso, je suis pas sûr qu'il a, parce que là c'est parce qu'on a un pilier de 1m90 quoi, qui arrive à contrer la balle, mais bon, on a été bien lu sur cette action, mais voilà, on n'a pas été très bon. Moi je trouve que là où on n'a pas été très bon, c'est surtout dans l'utilisation. Parfois on captait les ballons, mais à un moment on fait tomber la balle, à un moment Tatafou fait une faute. Voilà, c'est là où je trouve on n'a pas été efficace, mais c'est pas le match le plus cataclysmique en touche. Je pense qu'on a été en difficulté autre part, tu vois, plus dans l'animation derrière, etc. Ouais. Je trouvais que là c'était plus compliqué que la touche, même si on finit à 70%, ce qui est pas bon, quoi. Oui, clairement. Et, en tout cas, ça nous a pas permis de nous mettre à l'abri. Et du coup, c'est aussi un point un peu négatif de ce match-là, c'est qu'on n'a pas su prendre les rênes du match et vraiment imposer notre rythme. Et d'ailleurs, on peut remercier Toulon qui, en fin de match, ne va pas
chercher la victoire, un peu comme l'avait fait Montpellier d'ailleurs. Je sais pas si tu te souviens, on gagne le match 9-6. Ils ont une pénalité à 9-3, ils choisissent les 3 points plutôt que d'aller en touche et venir chercher la victoire. Toulon, c'est un peu pareil, ils se contentent du bonus défensif. Alors nous, ça nous va bien, et du coup, même en fin de match, Lucu choisit d'aller en touche pour mettre fin au match plutôt que d'essayer un drop ou quelque chose comme ça pour priver Toulon, qui est un adversaire direct au top 2 du point de bonus défensif, un peu un gentleman agreement comme il y avait eu contre Montpellier. Toi, tu penses qu'ils ont bien fait d'aller un peu essayer de consolider ce bonus défensif? Bah, moi, je pense que leur objectif, c'était ça. Donc, il fallait valider l'objectif. Si tu mets les 3 points, t'es à l'abri en fait de prendre une pénalité et de perdre ton bonus défensif sur la fin de match. Parce qu'après t'es pas sûr t'es pas sûr de marquer déjà à 1 de moins, parce que je crois qu'Olivon était, Ouais. donc ça veut dire que tu pars en touche, c'est-à-dire que tu vas faire une touche à 7 contre 8, donc c'est-à-dire que t'es pas sûr de marquer l'essai, et en plus si derrière tu prends un 3 points, parce que le Max il est gentil, hein, parce que pour moi il fallait tenter quelque chose pour les mettre à la pénaliser, parce que ce point terrain, c'est un très bon résultat pour Toulon, parce que Toulon n'est pas si loin que nous au classement britannique. On va les jouer chez eux avec les points terrain. Il faut pas qu'on se retrouve à égalité avec eux, parce qu'ils nous passeront devant. Juste petite explication sur les points de terrain, c'est un peu comme ce qu'on avait là pendant la 12e journée, c'est-à-dire que quand il y a deux équipes à égalité, on va regarder les confrontations directes, donc les points de terrain, et là typiquement Toulon a rapporté 1 point de Chaban, nous 4, mais si au match retour Toulon gagne et qu'on n'a pas de point de bonus défensif, ça fera 5-4 pour Toulon grâce à ce bonus défensif, et du coup ils seront devant nous en cas d'égalité en fin de saison. Ouais, même si on a un goal average de plus 300. Voilà, c'est les points Oui, ce qui est terrain le cas, ce qui est le cas avec Toulouse, par exemple. exactement, Ouais. ouais. Donc voilà, c'est les points terrain qui comptent. Bon, je crois qu'on a fait le tour des choses à améliorer. Ça reste une victoire, donc j'espère qu'on aura un peu plus de positif à vous montrer. Bon, déjà, on vient de le dire, hein, le positif, c'est l'invincibilité à Chaban. Il fallait ces 4 points pour valider cette première partie de saison très réussie. Bon, là-dessus, rien à dire, Yann. Ouais, bah en plus avec comme on l'a dit tout à l'heure, hein, semaine courte, c'est des matchs pièges, surtout avec une équipe comme ça, comme Toulon, Romagné, avec des mecs frais qui sont arrivés, qui ont été très performants. Voilà, clairement, je pense que ils sont un peu moins contents aujourd'hui. Voilà, tu vois, ils ont une semaine courte, 2 jours. Un Montpellier qui est arrivé pareil avec un gros effet, enfin une grosse mêlée, une grosse mêlée, un gros paquet d'avant, et ils ont marqué des points au pied. Bah, tu vois, tu perds à domicile. Donc voilà, on a eu les 4 points, on a validé quand même la belle victoire à Castres. Donc objectif rempli, on a cette victoire, et pour l'instant on est premier, mais bon, on va vite passer deuxième ce soir. Oui, on rappelle qu'on enregistre dimanche soir, et c'est vrai que Yannick Bru, juste après le match au micro à Chaban, on parlait d'un match d'hiver. Bon, c'est exactement ça, hein. Il y avait tout pour faire un joli piège pour Toulon. Bon, on l'a déjoué de la meilleure façon possible. Concernant les points positifs du match, je trouvais qu'on n'a pas été mauvais en mêlée, qu'on a très très bien tenu. Ouais, on a même été performants. Là, j'ai 2 joueurs que je mettrais un peu en avant. Nos 2 piliers, Boniface et Sadi. Pas mal critiqués. Et c'est vrai que sur ce mois de décembre, les deux enchaînent. Boniface qui fait vraiment des grosses parties dans le jeu. Alors là, il en fait parfois trop. Et donc, du coup, il lâche des ballons. Mais il est présent au niveau des rucks, il plaque. Il essaye d'avancer avec le ballon. Et puis après, on a de l'autre côté, Sadi. Moi, j'étais un peu inquiet quand on a eu la blessure de Falatea, et puis à gauche aussi Pierre Chaud. Mais là, Sadi, en fait, c'est le patron à droite. Il fait vraiment des matchs vraiment aboutis, notamment dans le secteur de la mêlée, puisque là, on a fait 100% sur nos mêlées. Alors Opta, ils mettent sur les stats Opta, j'ai vu, ils nous mettent une mêlée perdue, mais c'est parce qu'on a pris un bras cassé, parce qu'on est rentré trop tôt. Okay. Mais dès que les mêlées ont pu être jouées, on les a globalement dominés, et on a même obtenu une pénalité, notamment de Sadi qui a emporté Brennan, et donc on s'est plutôt bien comporté, et là où j'avais un peu peur, c'est aussi sur l'entrée du banc, parce qu'il y a Priso qui est rentré à gauche, et on a vu que Big Ben ne s'est pas non plus fait pénaliser. Donc voilà, on a aussi Big Ben qui revient bien, donc c'est un peu encourageant là. C'est-à-dire qu'on va avoir un Big Ben qui va forcément revenir un jour à son meilleur niveau. Et on a un numéro 2
ou numéro 3 quand il y aura Falatea, Sadi, qui quand même nous a bien sauvé la mise et va nous rendre plein de services parce qu'à droite, ça commence à devenir un sacré client. Ouais, complètement. Et on voit aussi déjà des gens qui s'interrogent sur parce que Sadi est en fin de contrat en 2025. Est-ce qu'il faut pas le conserver? Si Tatafou ne vient pas, parce que ça on sait évidemment toujours pas, ça peut être une option éventuellement de le conserver, pourquoi pas. Ouais, c'est pas bête. Bon, ce qui est assez rigolo, c'est que il faut pas qu'on regarde les commentaires d'il y a 6 mois. Ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que là on juge quand même sur les 2 mois précédents, mais c'est vrai que l'année complète avant était pas forcément incroyable, mais après c'est peut-être aussi le temps d'acclimatation, ça Et, peut jouer aussi. et ça reste un jeune pilier. Ouais, il a quel âge, Carlou? Et je crois qu'il a 26 ans de mémoire. Ouais, donc c'est jeune, ouais. 27 ans. Là. Donc tu vois, Ok. ça reste encore jeune. Bon, à suivre en tout cas sur ce côté-là. Je pense qu'on on fera un point en début d'année 2025 des fins de contrat, peut-être un épisode un peu spécial pour voir un peu ce qu'il en est, parce qu'on a eu pas mal de prolongations, de choses comme ça. Donc voir un peu quel joueur reste à re-signer, quel joueur pourrait arriver, etc. Ça peut être intéressant. Ce que j'ai bien aimé moi, c'est la pression sur les renvois. Donc sur les deux essais qu'on prend. On arrive à mettre beaucoup de pression dans les 22 mètres toulonnais, et notamment sur le deuxième essai qu'on prend, Penaud qui va directement à la lutte et qui récupère du coup la balle sur une pénalité, qui entraîne ensuite la touche et le carton jaune d'Olivon, puis l'essai de Poirot. Je trouvais que là-dessus on arrivait bien à mettre la pression, qu'on était fort là-dessus, notamment en fin de match. Et du coup, ça c'est à mettre aussi un point positif aussi Carberry, parce que les renvois sont très bien tapés. Parce que bon, il faut que, alors bien sûr, il y a la pression avec Penaud, mais il faut que ton ballon soit suffisamment en l'air pour que soit pertinent et que le mec n'ait pas besoin ne puisse pas se lancer ou ne puisse pas taper comme en fait comme nous on a eu ça souvent. C'est souvent Max qui a tapé. Donc ça c'est intéressant et du coup je compléterai en fait sur ces pressions sur renvoi sur la réaction du groupe, je trouve, parce qu'on a quand même pris, on sentait que le match nous échappait avec Ouais. ces 2 essais coup sur coup, donc en 4 minutes. 62e minute, il y a Karabakh qui marque sur réel. 66e minute, Dréan avec une magnifique passe de Karbissi. Et là, on s'est dit mince, ça y est. On va paumer ce match. Toulon commence à prendre les commandes, il commence à maîtriser tous les impacts, etc. Et là, on a eu ce renvoi avec cette réaction qui a été immédiate. C'est-à-dire qu'on leur a roulé dessus sur le ruck, on est parti en touche, une touche parfaite, après Moll et après il y a cette pénalité sur le carton jaune Olivon. Donc on a réussi en 2 minutes, parce que je crois que Poirot marque à la 69e, à complètement inverser la pression. Et donc ça, c'est vraiment à mettre au crédit du groupe. Je trouve qu'on panique plus en fait. Ça c'est vraiment notre force qu'on a à la mi-saison et qu'on a depuis qu'on a Bru. Même si on fait parfois des entames catastrophiques, et même si parfois on a des trous d'air d'un quart d'heure, le groupe lâche rien et arrive toujours à trouver des solutions. Alors soit pour aller chercher des bonus défensifs où on n'y croyait pas, soit pour aller chercher des mi-temps une victoire. Et là sur ce point, retourner la pression alors qu'on était clairement dans une phase défavorable, c'est vraiment intéressant pour la suite de la saison. Ouais. Juste, je pense que c'est Garcia qui tape le renvoi, parce que Carberry sort à la 65 ou 66e. Mais je suis d'accord avec toi sur le côté gestion, moment fort, moment faible, pas de panique. C'est vrai qu'il y a 2-3 ans, on se disait souvent en deuxième mi-temps, bon là on gagne de 15 points, mais il va se passer quelque chose, on va craquer, on va paumer ce match alors qu'il nous tend les bras. Là c'est un peu l'inverse. Tu vois, quand Toulon est revenu, moi, je me disais, ou en tout cas même à la mi-temps, on se disait, de toute façon, on va dérouler ensuite et ça va bien se passer, quoi. Ouais, c'est ça. On a vraiment, c'est là où on grandit. C'est là où on grandit et on voit qu'on commence à devenir une équipe. C'est une équipe du top 2, quoi. Voilà. C'est cette maîtrise-là, en fait. Donc même s'il y a des scories, même si parfois on a des temps faibles, il faut avoir moins de temps faibles possible ou mieux gérer ces temps faibles. Ouais, et puis des matchs qui sont pas forcément beaux à voir, des matchs où on n'arrive pas à mettre en place notre jeu. Mais au final, c'est quand même des matchs qu'on gagne, donc c'est ça qui compte à la fin. D'ailleurs, on a aussi super bien, enfin moi en tout cas, j'ai trouvé défendu sur ce match, parce que
comme d'habitude, on a tendance quand même à laisser plutôt le ballon, mais on n'a pas laissé Toulon. Alors, ils n'avaient pas non plus une charnière de compète, Toulon, mais on les a pas laissé mettre en place leur jeu, même si on prend 2 essais en seconde mi-temps. Ouais, on a une très bonne défense, mais là c'est depuis quelques semaines. Un moment, c'était un peu un point faible qu'on avait noté sur des matchs. Là, globalement, depuis 2-3 matchs, que ce soit Castres, Montpellier, même l'Ulster. Non, c'est l'Ulster où justement on avait eu on avait noté un problème de défense en première mi-temps et après on avait encaissé 0 points en deuxième. Voilà, donc je trouve que notre défense est de plus en plus en place. C'est plus compliqué à marquer les essais. Les 2 essais qui marquent, c'est des essais en coin, donc c'est-à-dire que le décalage n'est pas fait. C'était vraiment, voilà, il a fallu nous manœuvrer. En plus, c'est une équipe très physique, Toulon. On a beaucoup souffert au centre du terrain, etc. Mais voilà, on a jamais lâché. Max fait encore un match de folie en défense. Je crois qu'il a encore à 20 plaquages. Et c'est incroyable comment il se démène. Énorme. Pareil, les troisième lignes, seconde ligne, même Poirot, je crois quand il est rentré, il fait un 9 sur 9 au plaquage pour marquer ce super WC là, donc qui valide un peu sa prolongation et il nous a fait du bien. Ouais, effectivement, la défense c'est clairement notre point fort en ce moment et heureusement qu'on a ça d'ailleurs parce qu'on marque moins. On marque moins, ouais. Et d'ailleurs, un joueur aussi qui illustre la défense, c'est Retière. Ouais, ben Retière, ça y est, il commence vraiment à s'imposer un peu dans ce groupe. Je pense qu'on peut clairement le mettre dans la rotation sans baisse de niveau. Parce alors en défense toujours présent, il m'a arraché un ballon impossible sur le 13 toulonnais, Ouais. il me fait un grattage à la fin du match alors que Dréan danse avec le ballon au sol, et puis après il marque sur une demi-action, quoi, c'est-à-dire que il élimine 3 défenseurs sur l'action, donc il fait un crochet intérieur sur Fritsch, après il élimine Danglo, et puis après il résiste au plaquage d'Olivon, donc sur 10 mètres cet essai il est loin d'être fait, hein. Donc il nous sauve un peu la mise aussi, hein. Ouais, clairement. Hors terrain, moi je mettrais aussi en avant, je sais pas si tu as vu la vidéo, l'arrivée des joueurs. Vraiment ce que font les clubs de supporters en ce moment autour de l'UBB, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Si vous n'avez pas vu les images, je vous invite à aller voir les images du club. L'arrivée du joueur avec les fumigènes, une foule incroyable. Même en tribune, ça c'était une initiative plutôt du club avec des jeux de lumière, avec les flashs des téléphones, etc. C'était assez sympa. Pour finir ensuite par le traditionnel feu d'artifice après le match de Noël. Enfin vraiment là-dessus vraiment le club et les supporters. Enfin on sent vraiment qu'il y a une vraie émulation autour de l'équipe qui va au-delà du terrain et du sportif. Et ça aide forcément à mettre une bonne atmosphère autour de l'équipe. Et moi, je reste persuadé que quand tu as d'autres joueurs qui voient ça, peu importe l'équipe, ça donne envie de venir jouer à Bordeaux. Ouais, c'est sûr. Et c'est vrai que bon, c'est une grosse satisfaction cette émulation, comme tu dis, et le fait qu'il y ait de plus en plus de supporters qui aiment ce rugby. Alors moi, je râle parce que parfois ils font la hola, etc. Mais c'est vraiment un changement de dimension, qu'on ait autant d'abonnés, Ouais. qu'il y ait autant de monde. Enfin, que des guichets fermés. Là, on fait quand même quelque chose d'assez exceptionnel, hein, quand même, pour un gros stade. Ouais, que des guichets fermés à 32 000 personnes, dont 17 000 du coup abonnés, plus du coup les partenaires, les places dédiées aux partenaires, à l'hospitalité, etc. En fait, il y a assez peu de places disponibles et c'est vrai que la semaine dernière, tu voyais le nombre de personnes qui recherchaient des places pour le match, c'était hallucinant. Et petit d'ailleurs clin d'œil sur la Ola, je crois qu'il y a une mini tentative à un moment, mais elle a pas prise, donc on a eu chaud, mais en même temps, je crois qu'elle est même partie, on était mené, donc tu vois, il y a personne qui était trop chaud pour le faire. Et j'ai vu aussi sur Twitter des gens qui râlaient que il y avait des gens du football qui venaient maintenant au match et qui du coup avaient un mauvais esprit, qui insultaient les joueurs, machin. On se calme, hein. Enfin, en vrai, des cons et des viandes saoules, comme je disais sur Twitter, il y en a dans tous les sports, dans tous les stades, et il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est pas parce que des supporters des Girondins comme moi vont voir maintenant du rugby que l'ambiance est plus ou moins bonne. Il y a des bonnes choses à prendre, type tu vois, les fumigènes à l'entrée des joueurs, enfin à l'arrivée des joueurs, etc. Ça, c'est des trucs assez cool à reprendre. Mais c'est pas pour autant que je pense que l'ambiance s'est dégradée dans les tribunes. En tout cas, cette saison, moi, j'ai rien noté
de tel. Donc faut profiter, garder un bon esprit et puis franchement le public de Chaban il est quand même très respectueux, même s'il y a forcément des petits sifflets sur les tentatives de pénalité ou de transformation. Voilà, c'est pas la rabine sur certains matchs, mais je trouve on est quand même bien loti en termes de spectateurs. Et tu vois même le jeu de lumière hier avec les flashs, bah, c'était repris. Enfin, t'avais des milliers de personnes qui avaient activé l'application demandée par le club. Donc c'est bon enfant. Il y a une belle émulation et puis je pense que ça va continuer de grossir quoi cette effervescence autour du club. Effervescence qui est due en tout cas au très bon début de saison. Je te propose, Yann, qu'on jette un œil à ces 6 derniers mois, ou 4 derniers mois, et qu'on fasse un petit bilan de mi-saison. Tu finis 7e, 8e, 9e, 10e, tous les ans. Tous les ans. Alors, l'UBB, au bout de 13 journées, est donc première ou deuxième, probablement deuxième. Je rappelle qu'on enregistre le match de Toulouse vient de commencer. 10 points en Champions Cup sur 10 possibles. Donc, pareil, deuxième de sa poule derrière toujours cette même équipe. Toi, tu mettrais quelle note à ce début de saison, Yann? Bah, moi, 8 ou 9. Sur 10, hein? Ouais, sur 10. Parce que je trouve qu'on fait quasiment une mi-saison parfaite dans les objectifs. Alors, je sais pas quel était l'objectif des points, mais globalement, on a que 3 défaites cette année. On allait gagner à Vannes, ce qui était prévu. On était gagné à Castres, ce qui est toujours très compliqué d'aller gagner. Je Ouais. pense que le Loup, ça nous échappe sur rien. Je pense Eh que oui. BR2 était à 100% de réussite. C'est pas toujours le cas. Mais bon, c'est compensé par le fait que je pense que personne n'ira gagner au Stade Toulousain. Ça, c'était pas du tout prévu à mon avis. Donc globalement, on a fait nos matchs à l'extérieur. Je pense que on devait tabler sur ça. Et après, à domicile, il y a que quelques points de bonus, je pense en ce début de saison, qui ont été un peu oubliés. Oui. Mais globalement, on fait quand même un match. Enfin voilà, on est deuxième, on est installé, on a 7 points d'avance sur Toulon et Bayonne, qui font aussi un très bon début de saison. Là, je pense que les Bru doit être satisfait. Il se dit qu'il a un petit matelas pour passer en fait le moment qui va être compliqué, Ouais. qui va être ce tournoi de destination, et je pense surtout à un match qui va être très compliqué, qui va être l'UBB ASM. Voilà, Ouais. Ok. c'est lui. Ok, bah écoute, moi je mettrais 9. Alors c'est vrai qu'on a un petit matelas, des petits coussinets, on va dire, avec 7 points d'avance notamment sur Toulon. Oui, on pourra toujours parler de ce point perdu contre le Stade Français à la dernière seconde avec cet essai de Macalou, alors qu'on aurait pu sortir la balle via Damien Penaud. Oui, on peut regretter cette victoire qui nous tendait les bras à Lyon, mais il faut pas oublier non plus que à Toulouse, on aurait pu perdre ce match qu'on gagne finalement, que contre Bayonne. Pareil, on gagne le match, mais on est à 2 doigts d'avoir un tout autre résultat. Qu'à Clermont, on va arracher à la dernière seconde un bon point de bonus défensif. Qu'à Vannes, on était mené 29-0. Enfin, voilà, faut aussi remettre en perspective. Et quand tu analyses un peu les scénarios positifs et négatifs, bah, en fait, tu te rends compte que cette saison, pour l'instant, ça tourne très souvent en notre faveur. Et c'est pour ça que, en plus, avec le 10 sur 10 en Champions Cup, qui va pas forcément nous donner la première place du groupe, bah moi je dis que c'est une demi-saison parfaite ou quasi parfaite, donc 9 parce que tu peux toujours améliorer quelques trucs, mais tu vas gagner à Castres, tu vas gagner à Toulouse, enfin c'est compliqué de faire mieux. Et t'as aussi, et ça c'est super important parce qu'on a vu que c'était crucial en fin de saison, bah tu fais tourner, c'est-à-dire que on va le voir juste après, mais quand tu regardes les minutes, en fait tous les joueurs en ont, tous les joueurs ou quasiment tous les joueurs ont leur chance et finalement tu arrives à instaurer une rotation, tu arrives à aller gagner des matchs sans mettre ton 15 type forcément à chaque fois. Tu as une équipe à prime qui peut jouer et tu vois typiquement le pack de devant en fait que tu mettes tes titulaires ou en tout cas ton pack type ou les remplaçants en fait tu es compétitif à chaque match et tu peux aller jouer la victoire partout quoi. Ouais, ça c'est hyper intéressant. Bon, après, c'est vrai que la pièce tombe souvent de notre côté, mais je pense parce qu'on reste dans le match et parce que notre groupe a bien évolué. Il n'y a pas
c'est pas un faux rebond qui nous sauve, tu vois. On arrive à quand même globalement maîtriser entre guillemets les matchs Ouais. et en fait après à mettre la machine, quoi. Donc c'était le cas à Vannes où tu vois cet essai juste avant la mi-temps nous a complètement relancé. On a aussi à Montpellier où là aussi on aurait pu perdre, mais bon on a bien tenu avec une grosse défense. Donc voilà, t'as entièrement raison. Je pense que là comptablement c'est positif. Je trouve que ce qui est encourageant aussi par rapport aux années précédentes, c'est que la période d'hiver finalement on l'a bien passé contre des équipes qui Ouais. étaient compliquées avec des packs compliqués. Ouais, Montpellier, Toulon, Tu vois, bah, même même à Castres. ouais, donc tu vois, c'est vraiment positif. Et comme tu dis, en amenant de la rotation, et ça c'est clairement dans l'optique des phases finales où on était arrivé complètement cramé puisqu'en fait dès novembre-décembre quand les mecs sont revenus de la Coupe du Monde, on était déjà en manque de points. Et donc Ouais. du coup, il a fallu que des Penaud, des Louis, des Buros, des Jalibert enchaînent jusqu'à même blesser des joueurs. Donc voilà, ça c'est l'émulation d'un groupe. Je pense que c'est ce qui fait la force des grands clubs. Quand on voit le Stade Toulousain, ce que arrive à faire leur équipe B. Il faut qu'on arrive à se rapprocher un peu de ces quotas. Voilà, il y a que quelques postes où je trouve on est à flux tendu Ouais. et on peut pas amener de rotation parce que soit on a des mecs blessés, donc ça a été le cas en 5 entre Coleman et Gray. Pardon, Bah voilà, tu m'as fait une transition toute trouvée parce pardon, que voilà. du coup pour faire le bilan de cette mi-saison, on va faire un peu poste par poste, regarder un peu les minutes jouées parce que je sais que du coup avec ce traumatisme de l'an dernier, on est très à cheval sur bah, qui joue combien de temps. Tu vois, c'était le cas avec Louis, tu vois, sur ce mois de décembre, tout le monde criait pour qu'il arrête de jouer par pitié, envoyez-le en vacances. Voilà, là on va pouvoir voir un peu bah, les forces en présence, qui jouent combien de temps. Et je te propose qu'on regarde ça rapidement, hein, parce que bon, on va pas non plus sortir la calculette et vous abreuver de chiffres. Je pense qu'on le postera cette semaine sur Twitter tranquillement pour que tout le monde ait les infos. Mais en gros, si on prend poste par poste, sur le poste de pilier gauche, on a du coup 4 joueurs qui ont joué, en comptant Awad, du coup à Casse qui a joué 18 minutes. C'est assez bien réparti, même si Poirot joue le plus quand même avec 512 minutes. Numéro 2, clairement, c'est Hugo Boniface, du coup avec la blessure de Mathis Perchaud. Hugo Boniface qui a joué 376 minutes et Mathis Perchaud 275. Boniface, il avait eu un petit trou d'air là, J9, J10, mais avec la blessure du coup de Perchaud, maintenant il enchaîne là. Ça fait 4 matchs d'affilée où il est aligné, donc soit avec Poirot, soit avec Awad. Voilà, donc c'est assez réparti, même si clairement, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a été prolongé, le numéro 1, c'est Jefferson Poirot. Tu me coupes, Yann, si tu as des commentaires ou des Le, choses à ajouter là-dessus. le petit truc que je rajoute sur le pied gauche, c'est que Boniface, c'est bien quand il enchaîne. Le seul problème avec ce joueur, c'est que quand il se blesse, après, il repart à zéro quasiment, t'as l'impression. C'est-à-dire qu'après, il refait des conneries quand il revient. Donc, si j'étais Yannick Bru, là, il commence à un peu trop à enchaîner. C'est une possibilité peut-être de le mettre au repos contre le Stade Français, avant de le laisser au frais contre leur match de champion, et peut-être de donner encore quelques minutes au jeune Awad. On Ouais, verra, c'est on ce que verra j'allais ça. dire. Toi, tu veux voir Awad jouer, tu veux voir les espoirs, toi. Mais oui, effectivement, ça peut être une option. On verra, on en parle juste après dans le point sur le prochain match. Côté talonneur, Maxime Lamotte tient la corde, un peu comme Poirot, c'est notre numéro 1 avec 562 minutes. Et derrière, Laterade et ça ont à peu près le même temps de jeu, 332 pour Laterade, 306 pour Conorsa. Mais il faut savoir que Conorsa n'avait pas joué les 5 premiers matchs. Donc là, il enchaîne vraiment à fond depuis du coup la 6e journée, au détriment du coup de Laterade qui est, je trouve, passé 3e dans la hiérarchie. Ouais, je pense qu'il a gagné sa place en numéro 2. Ça, pas de débat. Pas de débat, et pourtant Laterade, moi je le trouve jamais mauvais, enfin je le trouve toujours bon dans ce qu'il fait. Alors effectivement, c'est pas quelqu'un qui va crever l'écran, mais il est toujours propre. Ouais, moi, mais je pense qu'en fait, il gère plus en donnant du temps de jeu à ça, parce que forcément, tu vas penser à l'année prochaine et au départ probable de la Teurade, et donc en fait, tu vas plutôt utiliser la Teurade dans un souci en fait de mettre au repos un des deux pour que ça puisse mettre une rotation et qu'il soit tout le temps frais, quoi.
Ouais. On enchaîne avec les piliers droits et c'est Carlou Sadi qui est le pilier droit qui a le plus joué avec 550 minutes, donc à peu près autant que Maxime Lamotte. Sipili Falatea qui lui est blessé depuis la 8e journée et second avec 359. Big Ben 182, donc à peine 3-4 matchs. Et Taufa qui lui joue un petit quart d'heure par-ci par-là, qui l'amène tout doucement à 106 minutes passées. Même si moi je l'avais bien aimé contre Castres, j'ai le souvenir d'un joueur qui rebondit sur lui, c'était un régal. Voilà, donc ça dit clairement, on en parlera pareil juste après, mais il assure quand même cette saison. Il a le même âge que Falatea d'ailleurs, 27 ans. On le disait tout à l'heure. Clairement, il fait la maille. Ouais, c'est vraiment heureusement qu'il est là. C'est vrai qu'on n'aurait pas signé là-dessus. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Mais là, pour le coup, il nous sauve bien la mise. Il assure en mêlée. Il fait ses matchs. Il fait plus ses erreurs grossières en défense. Franchement, je suis même assez confiant sur le futur et le fait qu'on va récupérer Falatea et Big Ben. On risque d'être très solide à droite. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Ouais, complètement. Côté seconde ligne, un joueur clairement crève l'écran. Il a joué tous les matchs de top 14. Tu sais qui c'est? En seconde ligne? Il a joué tous les matchs du top 14? Tous les matchs. Il a juste pas joué les deux matchs de Champions. Eh j'ai aucune idée. Bah alors, il a le même prénom que moi. Cyril Cazot, il a fait... Ah, il était à Et chaque ouais. fois sur le banc, Finimum. Ah oui, effectivement, ouais. Ouais, il a été sur le banc J12, J13 et il a fait 80 minutes de la J8 à la J11. Mais vraiment tous les matchs, 797 minutes pour l'UBB. C'est clairement notre avant qui joue le plus. Derrière, tu as Johnny Gray qui est à 584 minutes, bon, qui est blessé malheureusement depuis 2 journées. Il s'était blessé du coup à Belfast. Et ensuite viennent Guido Petit et Coleman. Alors Coleman, lui, il joue vraiment que depuis la 10e journée puisqu'il était blessé avant. Et Guido Petit, il avait un peu joué, il a commencé à la 6e journée. Donc Guido Petit, lui, il est à 500 minutes et Coleman à 280 minutes. Il faut savoir aussi que Guido Petit avait joué 102 minutes avec l'Argentine. Donc voilà, on est sur une bonne répartition. Malheureusement, Johnny Gray est blessé pendant encore un bon bout de temps. C'est peut-être le moment de voir Alexandre Ricard, notamment parce que Pierre Bouchaton aussi est blessé, donc il pourra pas dépanner en deuxième ligne. Ouais, mais c'est globalement un des postes où on est un peu à flux tendu. Ouais, Parce que quand t'es à 3, Cazot, Gray et Colbat, tu peux amener de la rotation. Là, pour le coup, comme tu vois, hein, à un moment c'était Gray qui était pété. Là, maintenant, enfin, avant c'était Coleman, maintenant c'est Gray. Et donc, Cazot, tu l'as bien dit, il fait tous les matchs. ouais. Donc, et c'était pas prévu, à mon avis. Ouais, c'est un peu flux tendu à ce poste de 5. En 4, on a Petit qui enchaîne beaucoup. T'as raison, il faut que Ricard commence à faire quelques feuilles en attendant Beauchaton. Et après le retour de Gray pour que Cazot fasse un peu l'hybride, quoi. Ouais. Ouais, clairement, il va falloir qu'on ait du 109 sur ce poste, même si que ce soit Cazot, Gray, Petit, Coleman, les 4 ils sont quand même très bons cette année. Côté troisième ligne, est-ce que tu saurais me dire le joueur qui a le plus joué pour l'UBB, hein? Je compte pas les équipes nationales, même si même avec les équipes nationales, c'est celui qui a le plus joué cette année. Peut-être Gazzotti ou Non, malgré une commotion, il avait raté 3 matchs. C'est une recrue qui nous vient de Biarritz. Mathieu. C'est Déjà, Mathieu putain, c'est bien qu'il enchaîne. qui a le plus joué avec 612 minutes. Il a encore joué 80 minutes du coup ce week-end. Devant Gazzotti qui a joué 570 minutes pour l'UBB, plus 40 avec l'équipe de France. Et ensuite c'est Tatafou. Je pensais pas qu'il avait déjà joué autant, mais il est à 568 minutes. Et ensuite dans l'ordre viennent Pierre Bouchaton qui est blessé, Mamadou Diaby qui est un joueur de rotation mais qui est à 465 minutes, donc il y a quand même c'est quand même bien réparti, hein, sur cette troisième ligne. Ça change à tous les matchs et à chaque fois c'est compétitif. Bastien Vergne-Taillefer qui lui est à 428 minutes. Et ensuite ceux qui jouent un peu moins, Lachlan Swinton, mais qui lui avait été suspendu pendant un petit moment. D'ailleurs il a pas joué entre la J3 et la J8,
Ça m'étonne un peu. Mais du coup, il avait été suspendu. Et Pitsamou, qui est en ce moment blessé et qui avait pas pu jouer autant qu'espéré, en tout cas en début de saison. Ouais, bah, troisième ligne, c'est là où je pense il y a aucun problème, quoi. Pour le coup, On peut avoir 3 blessés et mettre quand même 5 troisième lignes ouais. très compétitifs sur le terrain. Et ça se voit du coup avec l'homogénéité des temps de jeu, c'est que ça tourne et là-dessus, il y a aucun souci. Je te propose de passer, et là du coup, il va y avoir un peu moins de suspense sur le poste de demi-mêlée. Maxime Lucu, 814 minutes avec l'UBB, plus 15 du coup avec l'équipe de France. Et derrière, c'est Yann Lesbourg avec quand même 368 minutes. Peut-être un peu plus du coup au Stade Français ce week-end à voir. Il avait fait un très bon match à Castres, un peu moins en vue sur ce début de saison, et Paul Abadi qui a été longtemps blessé et qui a joué 16 minutes à Castres en tout et pour tout cette saison. Bon, pas de surprise là-dessus. Non, de toute façon, c'est pareil. Avec le poste de 5, c'est un des postes où on a très peu de rotation. Et alors, là, en plus, la différence du 5, c'est que là, on a quand même un déficit de qualité par rapport au titulaire. Ouais, complètement. Concernant l'ouverture, c'est Mathieu Jalibert avec 649 minutes qui a le plus joué. Bon, malgré des petites absences, là, ça fait 3 matchs qui manquent, et du coup, c'est Joey Carberry qui enchaîne. Il a joué les 7 derniers matchs pour un total de 469 minutes. Et Matteo Garcia qui quand même est à 357. Alors, Garcia et Carberry, ils jouent aussi de temps en temps 15, donc ce qui fait qu'ils ont un peu plus de temps de jeu, mais là encore, la hiérarchie est très claire. Bon, on se posait pas de questions sur Jalibert numéro 1, mais sur Garcia Carberry derrière. Voilà, là, Jalibert est pas apte avant la Champions Cup, donc ça risque d'être de nouveau Carberry ce week-end. Ouais, pareil. Même remarque au poste de 9. Ouais. Même s'il y a plus de qualité au remplaçant. Bien sûr, mais il n'y a pas de débat sur qui est titulaire à ce poste-là. Concernant les centres, Nicolas Deporter et Yoram Moefana sont ceux qui jouent le plus avec plus de 600 minutes. Et en plus, Moefana a joué 219 minutes avec l'équipe de France. Donc lui, il a quand même beaucoup joué malgré son carton rouge et les 4 matchs qu'il a manqué entre la J8 et la J11. Et c'est Pablo Huberti derrière qui a le plus joué. Alors même si lui, pareil, il joue à d'autres postes, il joue aussi ailier. Pablo Huberti d'ailleurs, qu'on avait un peu perdu des radars là récemment. Il a manqué les 4 derniers matchs et on a appris un peu là sur les derniers jours, dernières semaines, qu'en fait il était blessé. Ça, on en reparlera, mais du coup c'est la nouveauté du point infirmerie, c'est que maintenant on a des infos. Donc c'est pour ça qu'il est descendu. Pendant longtemps, il avait été le centre qui avait le plus joué. Tu vois, il est à 600 minutes et Moefana et Deporter ont pas beaucoup plus. Et derrière, Van Rensburg, qui est de temps en temps un peu blessé, mais qui a tout de même 480 minutes, et Ben Tapway, qui est à 260 minutes, qui lui a joué 6 minutes en Champions Cup, puis 9 minutes. Voilà, pour l'instant, il prend un peu les miettes, même si le Ben, moi, je trouve très correct cette saison quand il joue. Un petit mot sur les centres ou pas? Bah, pour moi, les centres, alors le problème c'est il y a trop de doublons. Ben Van Rensburg, c'est à peu près un profil de 12. Et Ouais. donc en fait, on peut pas amener cette alternance en fait au poste de 13 si ce n'est avec Pablo Umberti. 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 Donc du coup, peut-être qu'avec l'arrivée de Mousquet l'année prochaine, peut-être qu'on installera plus Umberti en position de 13 pendant les doublons. Ouais. Ouais, et là, moi, ce que je trouve intéressant pour le coup avec, je trouve qu'on a 3 centres de très haut niveau, parce que je rajoute Van Rensburg dedans. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec ces 3 centres, tu peux vraiment tourner à tous les matchs. C'est-à-dire que Van Rensburg, c'est un vrai 12, tu le laisses en 12. Deporter, un vrai 13, tu le laisses en 13. Et en fait, soit t'as Van Rensburg et Deporter, soit Van Rensburg et Moefana, du coup Moefana qui joue 13, soit Moefana et Deporter avec Moefana qui joue 12. Le fait d'avoir Moefana qui peut faire ces deux postes, ça te permet de pouvoir tourner et à chaque fois d'avoir une paire de centres ultra compétitive. Ouais, ça c'est vraiment un point fort et c'est l'avantage d'avoir ce Van Rensburg, ce 12 en plus facilitateur un peu de mouvement puisque c'est un 12 hyper pénétrant quoi. Et effectivement le fait d'avoir un Moefana hybride, c'est extrêmement intéressant et je l'aime beaucoup en 13 contre les équipes physiques, c'est assez intéressant d'avoir les deux un peu bourrins au centre. Ouais, et puis en plus, là, c'est Noël, t'as prononcé correctement Moefana, c'est champagne.
Concernant les ailiers, Louis Bielbiarré, évidemment, est celui qui a le plus joué, 782 minutes, plus 240 minutes avec l'équipe de France, 1022 minutes jouées sur cette mi-saison. Bon, c'est assez énorme, mais il est jeune, il joue souvent aussi 15, là, récemment, avec la blessure de Buros. Derrière, c'est Damien Penaud qui a à peu près autant joué avec l'UBB, 780. Et ensuite viennent Arthur Retière avec quand même 640, hein, mais Arthur Retière, il enchaîne quand même pas mal depuis la J9. Il a raté que le match à Castres. Et Enzo Rebier, lui, il est à 230, donc c'est un peu plus éparse, je dirais, ses apparitions. Bon, il n'y a pas de surprise. Ce serait évidemment bien que, surtout qu'en plus avec l'oscillation qui arrive, Bielbiarré soit un peu économisé et que Retière et Rebier jouent un peu plus. Ouais, l'avantage c'est qu'on a quand même Retière qui est quand même monté en puissance de façon assez importante, et donc Ouais. du coup là, pour le coup, il va pouvoir amener de la rotation pour faire même dans les matchs qui comptent, pour faire opposer une fois Penaud et le bébé sans qu'on perde en qualité. Donc ça c'est intéressant, mais effectivement il faudra de toute façon on va vite le voir, hein, Rebier va devoir jouer pendant les doublons parce qu'on n'aura pas de 36 000 solutions, hein, derrière. Et non, parce que ça nous amène au poste d'arrière. Romain Buros, qui lui est absent depuis la J. Son dernier match, c'était la J9. Donc là, il a raté 6 matchs consécutifs avec l'Union Bordeaux-Bègles. Il est à 571 minutes jouées. Et le problème, c'est que l'autre arrière, en tout cas officiel, c'est Nance Ducoing, c'est le seul joueur de l'effectif qui n'a pas encore joué. Alors visiblement, il est apte. Il postule, ça on a eu des news via Sud-Ouest, on le voit en tribune. J'espère qu'il va jouer en janvier, ce serait en tout cas une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que quand on aura Bielbiarré et Buros, qui sont les 15 qui jouent le plus pour l'UBB cette saison avec l'équipe de France, on peut en tout cas l'espérer pour Buros, ça risque d'être un peu short pour nous. Grave. Ça va être ouais. Il faut vraiment que Nance commence à jouer là. Ça serait vraiment très important, ouais. Voilà pour ce petit point minute, on le postera sur Twitter pour que vous ayez un peu toutes les infos, vous puissiez aussi donner votre avis, débattre et tout, c'est toujours super intéressant. On enchaîne parce que on a déjà fait 1 heure d'émission et qu'on a encore pas mal de mailles avec des petits trophées de mi-saison. Voilà, on va remettre des petites statuettes aux joueurs avec différentes catégories et on vous propose tout d'abord de décerner le trophée de meilleur joueur de mi-saison avec un avant, un arrière. Yann, tu mettrais qui à l'avant? Donc à l'avant, je mettrais alors un joueur qui est un peu moins bien en ce moment, mais qui a quand même fait un énorme début de saison, c'est Gazzotti. Je trouve qu'il a été très impressionnant, notamment dans sa faculté à pouvoir compenser un peu la mise en route tardive de Tatafou, qui on le verra plus tard. Oui, j'ai mis une petite pastille décevante. Voilà, donc je le mettrai en avant, Marco. C'est soit Mako Vunipola, soit Marco. Hein. Je mettrai en avant Marco, qui je trouve a fait un très bon début de saison. Là, ça fait 2 matchs qu'il est un peu moins bien, mais globalement, il a quand même bien répondu présent, que ce soit au poste de 6 ou de 8. Ouais, effectivement, il a été surtout en début de saison, on le remarquait beaucoup. Là, il est un peu rentré dans le rang. Bon, ça lui a quand même permis de faire sa première cape en équipe de France, donc c'est quand même pas rien. Moi, devant, je mettrais du coup en avant Cyril Cazot, l'homme du top 14, celui qui a le plus joué, qui a joué en tout cas tous les matchs. Et on le remarque jamais, ou en tout cas on le cite rarement, mais il est toujours bon, toujours très précieux. Donc voilà, vu qu'on le met jamais en avant, tu vois, on met toujours d'autres profils en avant qui sont peut-être un peu plus visibles. Moi, c'est un peu le joueur que je voulais mettre, à qui je voulais décerner cette petite statue. Puis il a un prénom magnifique, donc forcément ça aide. Derrière, qui est-ce que tu choisis? Et tu n'as le droit qu'à un joueur. Facile, je vais mettre celui-là que j'ai fait le plus de vidéos cette année, qui est Mathieu Jalibert. Voilà. Oui, cette année, l'an dernier, c'est l'année d'avant aussi. Non, le dernier c'était Tatafou. J'ai calculé. Ah oui, c'est vrai. Là, cette année, c'est Mathieu. Ouais, il y a rien à dire. Je pense que c'est le meilleur ouvreur de toute façon de ce début Du de monde. top 14. Non, de ce début de top 14. Je pense que là, il y a pas photo dans ce début Non. de saison. Il marche clairement sur le haut. Bon, il a eu ses petites blessures au Leicester, mais on attend qu'il revienne, quoi. Ouais, clairement, on voit aussi que même si ça reste très correct quand il est pas là, quand il est là, ça change
tout. Moi, je mettrais, et j'ai changé d'avis au dernier moment, j'avais mis LBB, mais en fait, je vais mettre le général. Maxime Lucu. En fait, il est tellement important et on voit tellement la différence avec le numéro 2. Il se donne en défense, il est ultra bon au pied, il bute même. Et tu vois, hier, il a buté à la place de Carberry. Enfin, en tout cas, c'était pas Carberry qui butait. Voilà, donc clairement, enfin, en fait, avec le recul, je me dis, bah, c'est lui, quoi. C'est, certes, Bielbarré, il met des essais, mais en fait, quand t'as pas Lucu, ton équipe est pas aussi performante. Donc moi, je mettrais Maxime Lucu pour l'ensemble de son œuvre. Au contraire, on va donner une petite statuette un peu moins glorieuse à des joueurs, alors pas forcément mauvais, mais en tout cas qu'on aimerait voir faire davantage ou retrouver un niveau, ou voilà, qu'on on a peut-être été un peu déçus, en tout cas sur cette mi-saison. Alors, ça peut être lié à des blessures, ça peut être lié à plein de facteurs différents. Toujours un avant, un arrière. Devant, tu mets qui, toi? Et ben Tatafou, le joueur que j'aime le plus au monde, où j'ai fait 1000 vidéos l'année dernière. Ouais, je trouve qu'il a eu un peu de mal. Alors là, ça va mieux, hein. En plus, c'est pour ça que je le mets dans la déception, parce que je sens qu'on retrouve petit à petit le Tatafou de l'année dernière. Il a eu vraiment beaucoup de mal à revenir des vacances d'été. Et malgré qu'il a beaucoup joué, on sent qu'il était un peu trop, enfin pas assez bien physiquement, un peu trop lent. Et voilà, il monte doucement en puissance, mais c'est un peu long. Donc c'est un peu ma déception. Et heureusement que Gazzotti a pris le relais. Heureusement. Ouais, ouais, clairement. Moi, je mettrais, et ça, je sais que tu vas pas aimer, mais je mettrais Ben Tameifuna. Alors, évidemment qu'il faut qu'il reprenne le rythme, évidemment qu'il a quasiment pas joué, mais c'est aussi un choix du joueur. Donc, on l'a très peu vu avec l'UBB sur ce début de saison. Là, il revient, il va de mieux en mieux, mais quand il a repris, il n'était pas non plus, enfin, c'était pas le Big Ben des saisons précédentes, tout simplement. Moi, je le mettrais un peu en joueur que j'attends, en tout cas sur la deuxième partie de saison, notamment parce que il joue pas, mais à un moment, t'avais plus que Sadi et Taoufa, et t'avais Sadi qui devait jouer 65 minutes par match. Voilà, moi je trouve ça dommage que t'as ton meilleur pilier droit, voire un de tes meilleurs avants, qui ne joue pas quasiment la moitié de saison, même si c'est des accords avec le club, avec les sélections, etc. Voilà, c'est ça que je mettrais en petite déception, mais en tout cas, j'espère qu'il va faire une énorme deuxième partie de saison comme il sait le faire. Moi, je te trouve dur. Je pensais que, parce que bon, il a 2 matchs de top 14. Je pensais que t'allais quand même plus tirer sur Max Lamotte, vu que, parce que bon, ça traduit un peu le mauvais début de saison dans un secteur qui est un secteur clé, et c'est vrai qu'il est un peu, il alterne le chaud et le froid, quoi, entre des bonnes Bah, c'est, prestations et des prestations qui peuvent être jugées cataclysmiques dans ce secteur, ou même parfois des dingueries. Ouais, je sais pas, on a quand même commenté on a fait quand même un débat sur son petit par-dessus. Alors c'était ouais. Montpellier où il, il fait ce truc là. Oui, mais à la fois, en fait, moi je trouve ça dommage de justement cibler un joueur pour un secteur de jeu où en fait t'as toute l'équipe qui est pas bonne. C'est pas que le fait de tel ou tel joueur ou du talonneur ou Maxi Lamotte, Konorsa, latéral. Non, c'est vraiment toute l'équipe. Alors oui, il y a eu des dingueries, mais dans le jeu, il est aussi capable de petits coups de génie, et ça pour le coup, il en a fait aussi quelques-uns un peu plus tôt dans la saison. Donc non, 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 je garde mon Big Ben pour le motiver un peu. Côté arrière, Yann, tu mettrais qui? Bah, en fait, il y en a pas beaucoup qui m'ont déçu. Je trouve que globalement on est plutôt bien. Je suis un peu plus déçu par une recrue qui est Carbery, et aussi par Garcia dans le fait de seconder en fait notre charnière titulaire. On peut mettre aussi Yann aussi dans ce cadre-là. C'est-à-dire que je trouve que Carbery, j'attendais beaucoup de lui, et c'est vrai qu'il met, alors on dit, hein, il faut être patient, mais à sa mi-saison c'est décevant. Forcément, on attendait plus d'un joueur qui a plusieurs sélections avec l'Irlande, qui était un des patrons, alors pas ces dernières années, mais avant du Munster. Voilà, j'attendais un peu plus de lui. Je pense que ça va venir, mais globalement, derrière, c'est lui qui me déçoit le plus. Et pareil, en fait, Garcia non plus
ne fait pas une saison exceptionnelle quand Mathieu n'est pas là, et Yann qui, alors il a fait un bon match contre Castres, mais globalement derrière. T'es un peu en train de tricher là. Tu me cites 3 joueurs pour un trophée, ça va pas du tout ça. Donc un trophée, je citerai que Carberry parce que c'est lui que j'avais le plus d'attentes. Ok. Voilà, Moi, les je deux vais dire Lesgourg. Du coup, j'avais noté Penaud, mais bon, tu m'as dit que c'était un peu trop hardcore. Même si j'en attends plus de Penaud, mais. Mais globalement, son début de saison est excellent. Effectivement, après le Covid, après novembre et donc du coup son gros L'infection rhume, pulmonaire. ouais, là c'est vrai qu'il a plus de mal. Mais alors même s'il a fait des conneries, il t'a quand même il t'a traversé le terrain plusieurs fois en début de Bien saison. Bon, un peu dur. Bah oui, mais c'est parce que les standards sont tellement élevés que quand il est un peu en dessous, Ouais, mais quand tu marques, t'es déçu. ouais. Tu sais, quand t'es habitué au caviar et qu'on te file du foie gras, bah tu fais la gueule. Non, c'est bon. Euh... la plus belle recrue. On essaye d'enchaîner parce qu'on est déjà à 1h10 de. Alors devant la plus belle recrue, je pense que c'est Juste un, peu importe le. Ah, ok. Ouais. Bon, je voulais citer Gray, ouais. Ouais, Gray, je mettrais Gray, voilà. Je trouve qu'il est vite revenu à un niveau exceptionnel, que ce soit dans la phase de combat, touche, etc. Et c'est une mini catastrophe de sa blessure, parce que même si on a Coleman, je pense que avec lui sur le banc ou lui titu, on aurait pu amener une rotation et avec Caso, être ultra performant dans ce secteur. C'est vraiment un petit coup dur, quoi. Eh bien, moi, je mettrais, et là, je viens de changer encore d'avis. J'avais mis Rohan, mais je vais mettre Arthur Retière, qui est énorme en défense, en attaque. Voilà, clairement, on pleurait les départs de Madoche Tamboué, de Maël Moustin. On les pleure plus trop. Ouais, il met tout le monde d'accord. Si on les pleure encore un peu, mais beaucoup moins. Il met tout le monde d'accord, ouais. Ouais, exactement. Le meilleur jeune, alors pas espoir forcément, mais en tout cas jeune joueur. Je mets à part les De Porter et les Bielbiarré, puisqu'ils sont très jeunes, mais bon, ils sont déjà très confirmés aussi. Moi, celui-là que je vais mettre ça en avant, qui commence à s'imposer en numéro, ouais, qui commence à s'imposer en numéro 2. Je trouve que voilà, en plus il a pas eu de cul, il s'est blessé dès le début. L'année dernière, il avait subi une grasse blessure. Voilà, là il commence à enchaîner, il est plutôt performant. Alors il a fait un match moyen hier en touche, mais globalement dans les secteurs clés de conquête, il est plutôt performant. Donc je suis très satisfait de Connor. Ouais, pareil. Moi, par contre, je vais mettre, et j'aurais pu le mettre en meilleur recrue, Timo Mathieu, qui a crevé l'écran à un moment, là un peu moins, il est un peu moins visible, mais il va vite, il a été énorme et aux portes de l'équipe de France, alors qu'on l'attendait pas. Donc clairement un potentiel énorme à développer pour l'UBB. En tant que surprise, un joueur que t'attendais pas forcément et qui t'a agréablement surpris, juste pareil, pas de distinction avant-arrière. Sadi, carrément, Carlos Sadi, parce que j'étais vraiment très inquiet après la blessure de Falatea. Et en fait, on a vu que c'était un record mêlé. C'est un record mêlé, il va nous faire beaucoup de bien et je pense que ça va être un joueur important pour cette fin de saison. Ouais, clairement, on en parlait, c'est vrai qu'il fait du bien et l'avoir à ce niveau-là, c'est top. Moi, je vais mettre Petit. Parce que du coup, depuis qu'il est revenu, impérial en touche, très très bon. Heureusement qu'il est là, pareil, parce qu'avec les blessures, on aurait été très très court sur pattes sur ce poste-là. Donc je vais mettre Guido Petit et petite mention à Ben Tapouay que j'attendais pas et qui joue pas non plus énormément, mais qui quand il joue est pas mauvais. J'attendais pas, mais pour le coup, il fait rien. Je n'attendais rien et je suis bon. Pas déçu. Voilà. Pas déçu. Pas déçu, du coup, plutôt une bonne surprise. Non, Ben, il est quand même très, très, très bon quand il joue. Voilà pour le bilan de mi-saison. Si vous avez des commentaires, des remarques, vous mettrez en avant un autre joueur sur telle ou telle catégorie, n'hésitez pas à nous le faire savoir, soit en commentaire du post Instagram lié à l'épisode, soit directement venir nous voir sur X en commentant le post, le tweet qui fait la promotion de cet épisode. Je te propose, Yann, parce que là, il faut qu'on avance, de passer à la prochaine journée de Top 14, la première de 2025. Je vais te dire ce qui me tarde. Ce qui me tarde, de sentir l'odeur des merguez. Et avant de passer à la prochaine journée, petit point rapide
sur le prochain bloc de match. Il faut savoir que donc on va jouer au Stade Français ce week-end, le 4 janvier. On ira ensuite à Exeter le week-end du 11 et ensuite 2 réceptions à Chaban contre les Sharks le week-end du 19 et contre le Loup le week-end du 25 janvier. Et s'en suivra ensuite 2 week-ends sans match de l'UBB. Donc, alors j'ai plus le calendrier en tête de l'équipe de France, mais en tout cas il y a les 6 nations qui vont reprendre à la fin du mois, ou en tout cas à cheval avec le mois de février. Donc ça c'est toujours une bonne petite nouvelle. Donc il va falloir gérer les effectifs sur ce mois de janvier parce que ça fait un moment qu'on n'a plus eu de pause. Il reste là du coup 4 matchs à enchaîner avant une petite trêve. Du coup, ce samedi à 16h30, nos joueurs iront défier le Stade Français. Alors, Stade Français qui fait pas du tout la même saison que l'an dernier. Ils sont actuellement 11e du top 14. Bon, c'est clairement pas l'année du Stade Français Paris, Yann. Ben en fait, ils ont un peu modifié leur système de jeu. Finalement, au début, l'année dernière, c'était plutôt basé sur une grosse conquête et après une grosse défense. Là, ils ont essayé de transitionner en mettant un peu plus de jeu de main. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce recrutement de Carbonel, mais on voit que c'est pas très efficace puisqu'une des forces en fait du Stade Français, c'était aussi Joris Segon qui avec ses coups de pied d'occupation en fait inversé la pression et après avec une grosse défense mettait en difficulté les équipes dans leur camp, et du coup maintenant Joris Segon fait le bonheur de Bayonne et Carbonel est moins efficace dans ce jeu. Le seul long jeu au pied en fait c'est Léo Barré qui était lui aussi en difficulté en ses débuts de saison mais qui revient très bien. Et après la grosse problématique qu'ils ont eue, ben en fait c'est la première journée contre nous. C'est qu'en plus ils ont pris une raclée dans le jeu, mais surtout ils ont perdu 3 piliers quoi, dont les 2 droitiers titulaires. Et donc après en fait quand tu bases ton jeu, quand tu sais que tu as une grosse conquête et que tu perds tes 2 droitiers titulaires, et bien après c'est très compliqué. Je crois que même à un moment ils jouaient avec un espoir à droite en remplaçant, donc voilà, ils ont eu un peu de mal, ils ont trop joué et puis et donc ils sont un peu en difficulté et ils bataillent, et c'est pour ça qu'ils font des mini impasses, même si au moment où on parle, il y a 14-6 à la mi-temps contre le Stade Toulousain, mais bon voilà, ils sont obligés de faire ces mini impasses pour faire reposer les mecs et cibler les matchs à domicile, et c'est sûr que la semaine prochaine on aura la très grosse équipe. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On va du coup affronter une équipe type du Stade Français. Nous, c'est quoi l'objectif de ce genre de déplacement? C'est d'être compétitif et de faire un coup comme à Castres? Alors pour moi, là on n'a pas besoin de points. Pour moi, le Stade Français à l'extérieur. Ouais, pour moi c'est un bonus. Là on avait un bloc de 3 matchs avant la Coupe d'Europe, enfin avant la Champions. On a fait cette victoire à Castres et cette victoire contre Toulon. 8 points sur les 3 matchs, je pense que c'était l'objectif. Donc pour moi c'est que du bonus. Donc j'amènerai une petite rotation, on va en parler, hein, mais voilà. Quand même toujours amener une équipe compétitive parce qu'on peut les faire douter assez rapidement, je pense. Mais clairement il faudra faire reposer des mecs qui ont trop joué. Ouais, moi je suis assez d'accord. L'avantage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que maintenant, même avec une équipe remaniée, comme à Castres, en fait, tu restes compétitif. Bah, je te fais une proposition du coup de composition, du coup avec un peu de rotation, même si on va retrouver quand même des titulaires en puissance qui ont beaucoup joué en début de saison. Mais en première ligne, je mettrai du coup Poirot à gauche, Tameifuna à droite. Ça, c'est aussi lié au fait que du coup, ils n'étaient pas titulaires ce week-end. Et Konorsa en talon. Alors effectivement, j'aimerais bien voir Awad en remplaçant de Jefferson Poirot. En seconde ligne, donc là, c'est un peu plus compliqué. Je mettrais Ricard et Caso parce que Petit et Coleman, ils ont enchaîné comme des bêtes depuis un mois. Donc voilà, faire une rotation, donner un peu de temps de jeu à Ricard et compter sur Caso pour être aussi régulier que d'habitude. Et côté troisième ligne, je mettrais Bastien Vergne, Taillefer, Marco Gazzotti et Lachlan Swinton. Pareil, eux, ils étaient pas titulaires donc ce week-end. Donc voilà, là, ça apporte de la rotation. T'as quand même des cadres avec du Poirot, du Tameifuna, du Gazzotti, donc du Caso aussi. Donc ça reste
pour moi un pack qui est très compétitif. Ouais, ça fait une grosse équipe. Pour le coup, très dense. Alors peut-être qu'il va nous manquer des profils de sauteurs. Je sais pas où en est la touche du Stade Français, mais effectivement, tu vois là, tu m'as annoncé quasiment 8 changements sur le pack, et c'est hyper compétitif quoi. Ouais, il y a 8 changements sur le pack là, c'est que des joueurs qui étaient au mieux remplaçants ce week-end. Ouais. Donc ça, c'est vraiment là où on grandit quoi. C'est dans Ouais. une faculté, tu changes 8 mecs dans le pack, mais t'as quand même une équipe qui peut faire chier extérieur une autre équipe quoi. Surtout une équipe du Stade Français en difficulté. Concernant la charnière, je remettais la même que celle à Castres, avec Lesgourg et Carbery. Évidemment que Maxime Lucu pourrait jouer, mais vu les échéances qui arrivent, avec 2 matchs de Champions qu'il faudra gagner avec le bonus, une réception du Loup ensuite, je me dis que là, c'est peut-être le moment de redonner un peu sa chance à Yann, qui avait été très bon contre Castres. Ouais, pour moi, ça fait partie de ce genre de match où le fait de se mettre la charnière des doublons est intéressante, surtout avec un pack qui va être très dense. C'est quand même assez intéressant de les voir évoluer parce qu'on aura besoin d'eux. Donc pour moi, dans la continuité de Castres, c'est une très bonne idée. Sur les ailes, je remettrai Enzo Rebier et alors Louis Bielbiarré, parce que je vois pas trop d'alternatives. Il faudrait que Penaud souffle un peu et que je mets Huberty en centre avec Van Rensburg. Alors, il y a aussi l'option Bentapoy qu'on pourrait mettre avec Van Rensburg et Huberty à l'aile à la place de LBB, mais je pense que Rebier et LBB sur les ailes, ça nous laisse du coup des ailes très compétitives avec, j'espère, enfin, Buros à l'arrière. T'en penses quoi, toi, de ces arrières? Parfait, ouais. C'est pour le coup, c'est ce que je ferais. Penaud, je pense qu'il est un peu essoufflé, il a besoin de récupérer avant la championne. Louis s'était déjà reposé la semaine dernière. Donc du coup c'est une bonne idée de le faire enchaîner à l'aile sur un terrain en plus qui est je crois synthétique, je sais plus, ou hybride. Bon bref. Ouais. Après avec Buros à l'arrière ça va nous faire beaucoup de bien. Et après au centre je pense que Moefana et Nico Desporteur ont pas mal enchaîné. Donc ce serait bien qu'il y en ait un des deux qui soit sur le banc pour souffler un peu et le faire entrer les 20 dernières minutes quoi. Ouais, quand tu regardes les temps de jeu, Moefana, c'est 4 fois 80 minutes sur les 4 derniers matchs. Enfin, 70 minutes contre Ulster à cause de son carton jaune. Et Deporter, il a joué les 5 derniers matchs aussi. Donc, juste 21 minutes à Castres. Mais voilà, c'est vrai que ce serait bien de les faire souffler. Et on a de quoi les faire souffler. Donc, avec les échéances qui arrivent, ce serait bienvenu d'avoir du coup une paire de centres Van Rensburg Huberty qui revient normalement de blessure car nous avons eu des news club. Mais avant ça, Yann, un petit prono. Eh ben, je pense que voilà, l'objectif c'est de ramener un point, ce serait bien. Ouais, alors ouais, enfin, je pense qu'on peut jouer la victoire comme à Casse, mais effectivement, si on ramène un point, C'est bien. on sera content. Castres, C'est-à-dire que, je serais heureux. ouais, Comme ouais. à Castres. Non, j'ai dit quoi? 4, oui, 4. J'ai dit Castres ou 4? Bon bref. 4, je serais heureux. Un point, ça me satisfait. Je pense que là, on aurait 9 points en 3 matchs, avec 2 matchs à l'extérieur. C'est un très bon bloc. Ouais, d'autant plus que je veux pas mettre la pression sur les joueurs, mais il y aura un invité vedette à Jean-Bouin, monsieur Yann, qui sera dans les travées. Donc Ah oui. j'imagine que tu espères doublement un joli match et une victoire. Sinon, j'irai à la buvette. Ouais, comme d'hab. Allez, on passe tout de suite aux actualités du club. On va tout casser là, c'est la décennie bègue là. On va faire rêver. Si on pète pas le boulard, ça va aller. Et concernant les news, alors pas énormément de news vu que les Lions ne jouaient pas, les Espoirs ne jouaient pas, il me semble. Par contre, nouveauté côté club, on a un point infirmerie. Au moment où les compositions d'équipe sortent, un peu à l'instar de ce que peut faire le Stade Toulousain cette saison, on communique du coup sur les absents, ce qui je trouve est une excellente chose parce que ça, à la fois c'est du fan service qui alimente les supporters avec du contenu du club, et même pour les joueurs, ça leur permet de pas être oubliés et d'avoir des news, tu vois, un peu comme Huberty qu'on avait un peu oublié, qu'on comprenait pas pourquoi il jouait pas. Là au moins les joueurs, on peut les soutenir dans leur convalescence, et je pense pas que ça trahisse énormément de secrets non plus pour les équipes adverses d'annoncer un peu le point infirmerie toutes les semaines au moment de la compo.
Donc je trouve que c'est une très bonne chose à la fois du service de communication de l'UBB, donc qui met en ligne sur le site internet, et du staff qui donne les infos. Donc on est ravis de ce changement et de cette nouveauté. Ouais, moi je suis heureux parce que ça fait longtemps qu'on le demande. Comme tu disais, parfois on oublie des joueurs et même parfois on complote un peu en disant ah il a été mis à la cave, qu'est-ce qu'il a, tu vois pas typiquement Pablo Uberti, il se blesse, bon on le savait pas et c'est au ce moment-là où Retière enchaîne les bonnes prestats et on dit ah, bah, Pablo ça se trouve c'est terminé etc. Il est à la cave et en fait pas du tout, il était juste blessé quoi, donc il va revenir et donc voilà c'est une information et effectivement alors, de ce que je sais, c'est que c'est le médecin du club qui était pas trop ravi, mais ça on peut le comprendre parce que il y a toujours ce secret médical et je pense qu'ils sont très 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 attachés à ça. Mais je pense que c'est quand même une information qui est très importante pour les supporters pour voir où on en est. Tu vois, je suis content de savoir que Afan est en phase de reprise et qu'il s'entraîne avec le collectif, que Gray est toujours en rééducation. Voilà, ça va être des petits points temps et qui vont plutôt nous faire nous apporter des informations positives et puis en plus nous ça va pouvoir nous aider pour nos compos et voilà. Bon maintenant il manque si nous écoute hein, le club voilà maintenant si on pouvait avoir le match des espoirs et puis En vidéo. ce serait parfait. Ce sera, attends, c'est pas Noël tous les jours. Là, on a eu un joli cadeau de Noël. Faudra peut-être attendre 2025. Mais en tout cas, pour revenir un peu sur du coup les infos qui nous ont été communiquées, tu mentionnais Zachary Afan, donc l'espoir qu'on a pu présenter pilier droit il y a quelques semaines. Si vous voulez aller écouter la présentation de Zachary, qui s'était fait une grave blessure au genou et qui du coup a repris l'entraînement avec le groupe professionnel. Mathieu Jalibert, apparemment, lui, il devait revenir mi-janvier. Il pourrait revenir à l'entraînement cette semaine. Ce qui est une très bonne nouvelle. Alors, pas sûr qu'il postule quand même pour le Stade Français et je pense qu'on est tous assez d'accord pour se dire qu'il faut qu'il prenne son temps et qu'il soigne bien sa blessure. Ouais, c'est un peu une histoire sans fin, donc il faut qu'on arrête là. Il faut pas qu'il revienne avant, quoi. On gagne, voilà, c'est sûr qu'on joue mieux avec lui, mais pour l'instant on gagne, donc on peut facilement attendre, même Exeter, même si ce sera juste, on peut le mettre juste sur le banc, ou enfin voilà. Il faut pas qu'il se reblesse et qu'on reparte encore dans une saison chaotique où il enchaîne les retours, les blessures, les retours, les blessures. Il faut qu'on arrive à le préserver. Mathieu, il faut qu'il soit prêt. Pour ce qui est le plus important pour le club, c'est les phases finales. Ouais, et puis tu peux nous faire une petite masterclass en retour de blessure contre les Sharks à domicile. Voilà, parfait. Ce serait parfait. Pablo Uberti et Romain Buros, donc tous les deux blessés jusqu'à présent, sont en phase de reprise. Donc on risque d'avoir des petites photos de Pablo et de Romain à l'entraînement cette semaine. Nous, on les a mis tous les deux sur notre compo pour le Stade Français. Je sais pas si ce sera possible, mais en tout cas, il postule. Falatea est toujours blessé. Il est en fin de réathlétisation, donc blessure au genou pour Sipili. On risque de le voir dans les prochaines semaines refaire surface à l'entraînement. Johnny Gray et Pierre Beauchaton, Gray à la cheville, on rappelle contre Ulster, et Pierre Beauchaton au dos sont en soins, donc on n'a pas forcément d'idée de timing, mais en tout cas c'est pas pour tout de suite. Il y en avait pour 8 à 10 semaines pour Gray, et à peu près pareil pour Beauchaton, donc ça nous amène au moins jusqu'en février, donc ils vont aussi prendre leur temps pour revenir. Et on apprend que Mathis Perchaud, qu'il avait sacrifié son épaule sur la ligne d'en-but. Lui s'était fait opérer début décembre de cette épaule-là et qu'il est en cours de soins, donc pas de date non plus de retour. Mais en tout cas, un énorme merci au club. Ça va dans le bon sens de faire du fan service comme ça. C'est super agréable. On n'a pas trop d'autres news à communiquer ou de rumeurs à débattre. On reste là-dessus pour les actualités et on passe tout de suite à la présentation de notre ancien joueur. Présentez-vous! Qui je suis? Les gars, qui je suis? Pour cet ancien joueur, alors on a Romain, qui est le troisième membre des UBBistes, un peu le membre de l'ombre, un peu le Frédéric Pouillet du Moscato Show, qui nous a proposé un super indice pour vous faire deviner cet ancien joueur. Et l'indice est tel que suivant. Il porte le nom d'un fléau qui sévit particulièrement dans les écoles et qui embête les parents. Est-ce que Yann, tu as une idée de ce fléau? Ouais, c'est bon, j'ai ma petite qui est à la maternelle. Et effectivement. Elle en a? Non, elle en a pas, mais effectivement, il y a des alertes. Ah. Alors c'est quoi? Pou, les poux.
Et oui, c'est Jean-Baptiste Poux. Alors, Jean-Baptiste Poux, du coup, pilier de l'UBB pendant de nombreuses années. Il est né en 79 à Béziers dans l'Hérault. Il a commencé sa carrière au RC Narbonne et ensuite a rejoint le Stade Toulousain où il a joué 11 saisons avec pléthore de titres, des Coupes d'Europe, des Championnats de France. Et il a ensuite rejoint l'Union Bordeaux-Bègles en 2013 jusqu'en 2018 pour 83 matchs. Donc quand même une belle carrière à l'UBB après de longues années du côté de la Haute-Garonne. Il a aussi 42 sélections en équipe de France entre 2001 et 2012. Belle longévité en bleu. Et il est dorénavant entraîneur des avants en charge de la mêlée à l'UBB depuis quelques saisons maintenant. Yann, tu peux nous dire déjà un mot sur le joueur qu'il a été? Ouais, une grande carrière au Stade Toulousain, c'est là où il s'est révélé. Et puis chez nous, il est arrivé et il a été plutôt performant avec quelque chose qui est assez intéressant et qui est de plus en plus rare. Je suis pas sûr que ça existe. Il y a peut-être Kolashvili encore qui a ça, mais c'est une polyvalence et lui en plus il a poussé la polyvalence à un point où il était vraiment performant des deux côtés. Donc ça c'est quelque chose qu'on polyvalence pilier droit pilier gauche. Ouais, et ça c'est extrêmement rare. Donc voilà, il a fini sa carrière avec nous et puis après on lui a proposé ce coach de la mêlée où il a plusieurs références, je trouve, notamment j'évoquais Kolashvili où c'était un joueur qui est passé de pilier droit quand il était à La Rochelle au droit chez nous à pilier gauche, et quand il était pilier gauche, c'était une catastrophe au début. Alors on n'a pas beaucoup de souvenirs, mais tous ces observables de la mêlée étaient affreux. Poussé vers le haut, il y avait la tête qui sortait, il piquait, et c'est vrai qu'il y a eu un travail spécifique qui a été fait avec lui, et Pouxy pour beaucoup. Et c'est devenu un sacré client à gauche, même qu'on commençait à le regretter déjà quand il est parti à Pau. Mais voilà, et je pense qu'il va pouvoir faire progresser certains joueurs. Le jeune Baptiste Perchaud, par exemple. Ouais, alors Mathis, c'est dommage on n'a pas parlé, mais c'est dommage qu'il soit blessé alors qu'il commençait vraiment à bien enchaîner, mais effectivement, Boniface aussi, c'est des joueurs comme ça qui doivent pouvoir faire progresser et qui doivent faire progresser, et puis après il y a aussi le petit jeune Awad qui va beaucoup apprendre à ses côtés, donc voilà. Afan aussi. Ouais, donc je suis assez je suis assez satisfait de cet entraîneur dans ce secteur-là où finalement on voit que ça marche plutôt bien. Et pour compléter le CV de Jean-Baptiste Poux, en équipe de France, il a fait 2 grands chelems en 2002 et 2010. Il a participé également à 3 Coupes du Monde en 2003, en 2007 et en 2011. Donc vraiment une carrière internationale assez énorme. Mais effectivement, ouais, il a été. De toute façon, au Stade Toulousain et en équipe de France, il a été extrêmement performant. C'est là où il a fait le plus gros de sa carrière. Nous, on va dire il nous a bien aidé sur sa fin de carrière, et puis surtout, je pense que là où son impact a été le plus important, c'est clairement en tant que coach. Ouais, en tout cas, on espère du coup le garder en tant que coach et de voir un peu les progrès de notre mêlée qui est quand même une mêlée très correcte de top 14 cette saison, et on sent qu'on va dans le droit chemin. Ouais, pour le coup, on avait beaucoup de difficultés en ce début de saison. Et là, alors après, est-ce que c'est les joueurs qui ont augmenté leur niveau, ou est-ce que c'est vraiment l'apport de ce coach? Moi, je pense que c'est un peu des deux. Et du coup, là, on voit qu'on recommence à devenir une mêlée pénible. Et donc, il faudra compter sur nous. Voilà pour la présentation de Jean-Baptiste Poux, pour ceux qui ne le connaissaient pas et qui sont curieux d'en savoir plus. C'est tout pour cet épisode, et ça fait déjà quand même 1h30 qu'on papote, donc je pense que c'est pas mal. On s'attendait à faire un épisode assez court, et au final, pas du tout. En tout cas, du coup, cet épisode sortira lundi matin, donc vous aurez toute la semaine pour le dévorer avant le match face au Stade Français samedi à 16h30 à Jeanbouin. D'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine. Salut Yann. Ciao tout le monde. Et pas de folie mardi soir. Non, promis. Allez, bonne semaine à tous. Ciao. Ciao.